L'IA est-elle une chance ou alors un danger pour le Maroc? GPT-4 nous inquiète aujourd'hui, à juste titre ou non. Pourquoi aucun comité d'éthique international a encore été mis en place? Faut-il débrancher GPT-4 et les technologies d'intelligence artificielle avancées? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez et regardez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 5 mai 2023, je reçois Mehdi Alaoui. Bonjour. Bonjour. Fondateur de la Startup Station, ex-Factory. Bonjour Reda. Bonjour. Directeur de publication de Tel Quel. On va parler ensemble intelligence artificielle, quid de l'avenir, quid des potentialités ici au Maroc et des risques, et puis aussi d'éthique. Et je voudrais d'abord qu'on commence par ça avec une question un peu philosophique mais aussi pratique. Faut-il interdire, messieurs, l'intelligence artificielle du niveau de GPT-4 comme l'a fait l'Italie ou d'autres pays dans le monde? Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser ici au Maroc, Mehdi? Alors, c'est une très très bonne question, mais surtout pas à se poser. Parce que la réponse pour moi, elle est claire et nette. Non, absolument non. Dans la vie, on a deux choix. Soit, en fait, le progrès va nous permettre de s'améliorer, soit les autres vont s'améliorer et nous, on va rester en arrière. Donc, ça serait une erreur fondamentale. On se mettrait à l'écart. Définitivement. Reda Delia? Il faut interdire, pas interdire? Moi, je suis un peu plus, on va dire, partagé que Mehdi sur cette question. Je ne pense pas qu'il faille radicalement interdire la technologie. Non, loin de là. Mais je pense qu'il faut la réguler. Je pense qu'il faut la contrôler. Je pense qu'il faut poser des limites à ce qu'elle est capable de faire. Et parce que, ce qu'on comprend, et peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, c'est que c'est une technologie. C'est pas une IA forte. C'est une IA faible, voire moyenne. Mais une IA qui a aujourd'hui la capacité à se substituer à beaucoup d'emplois, beaucoup de tâches. Et donc, il faut impérativement éviter le choc social. Donc, du coup, non, pas interdire, comprendre, segmenter peut-être, c'est-à-dire prendre ces technologies et peut-être la spécialiser sur des éléments comme peut-être la médecine, comme peut-être les technologies de diagnostic, comme peut-être la climatologie, la météo, quelque chose de véritablement pratique pour l'humanité et ne pas la laisser voguer dans des espaces où elle n'a pas vocation à être. Mais l'interdire de façon complètement aveugle et radicale comme ont pu le faire certains pays, je ne suis pas pour. Alors Mehdi, Alaoui, juste pour concrètement se mettre à la place de chacun qui nous regarde et qui nous écoute, c'est quoi la différence entre ChatGPT-4 et GPT-4? Parce que parfois, c'est pas forcément évident. On a d'un côté un chatbot et de l'autre côté une technologie puissante, ultra puissante, qui va changer la face du monde? Alors en fait, le chat GPT n'est que le mot chat, en fait, n'est que l'outil qui permet en fait de communiquer avec, je dirais, le GPT. Le GPT, en fait, c'est quelque part, pour simplifier, c'est le cerveau qui a en fait emmagasiné en fait des centaines de milliards en fait d'informations. Donc il a avalé l'ensemble du web depuis sa création. Alors pas que, parce que quand on regarde un petit peu, quand on fait des tests, on se rend compte au fait, déjà la notion du web elle est très très large. Donc on sait aujourd'hui que le GPT il a avalé une partie de Wikipédia. Il a avalé en fait plein de reviews qu'on va trouver sur des hôtels, sur des personnes, sur des médecins, etc. Il a avalé plein de sites web. En fait, si on veut savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'il a consommé comme data, alors il y a un petit peu d'informations qu'on peut trouver justement sur le site de OpenAI, mais c'est l'une aussi des questions fondamentales qu'il va falloir en fait que le consommateur commence en fait à s'habituer avec. C'est chaque IA, en fait, qu'est-ce qu'elle a consommé comme data et par qui elle a été faite et du coup quel type de biais elle va avoir dans sa façon en fait de donner des réponses. Ça c'est pas encore clair, hein, c'est pas marqué sur le manuel utilisateur. Alors, si je devais caricaturer. Alors bien évidemment on va trouver assez d'informations mais peut-être pas toutes les informations et même ces informations là ne sont pas en fait compréhensibles ou digestibles par monsieur tout le monde. Donc du coup en fait in fine la personne qui l'utilise elle sait pas en fait qu'est-ce qu'elle utilise et comment en fait ces décisions, ces réponses ont été créées. Reda? Oui, alors je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Mehdi. Oui, les réponses sont bien sûr dépendent de la qualité de l'input.
la qualité, la quantité, le volume de l'input. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas les premières versions, on déplorait ce qu'on appelait les hallucinations. C'est-à-dire que ChatGPT pouvait vous donner des réponses absolument surréalistes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette intelligence artificielle, elle est probabiliste. Elle est probabiliste, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une conscience. Elle ne fait pas de raisonnement. Elle calcule en fonction de l'input qu'elle a eu, c'est-à-dire des centaines de milliards de data. Elle va pomper dans ce big data et elle va essayer d'anticiper le reste de la phrase, c'est-à-dire une succession de mots usuels. Elle va vous donner une succession de 2 mots, elle va anticiper sur le 3e mot. Donc elle a un cheminement mécanique, mathématique. Et réellement, ce n'est pas une intelligence intelligente, j'ai envie de dire. C'est une intelligence probabiliste qui mouline des centaines de milliards de données et qui va anticiper sur une suite logique de mots dans le langage courant. Alors, ce qui a vraiment épaté les gens, c'est qu'elle utilise le langage naturel. C'est-à-dire qu'on lui pose des questions, elle va vous répondre comme quelqu'un, comme un être humain. Donc ça, c'est réellement ce qui a stupéfait la planète entière. Mais il ne s'agit pas d'IA forte. Alors l'IA forte, c'est autre chose. D'ailleurs, tu parleras probablement du moratoire qui a été signé par 1000 personnalités du web. Ouais. Ces gens-là, en 2015 déjà, il y avait Elon Musk et même Bill Gates qui aujourd'hui chante les louanges, bien entendu, de l'intelligence artificielle puisqu'il est partie prenante à travers Microsoft dans OpenAI. Il disait il faut parer à l'IA forte. Parce que l'IA forte peut développer une conscience et à ce moment-là, on peut véritablement parler de substitution. Aujourd'hui, on parle d'une technologie qui singe le comportement humain, mais qui est avec plus ou moins de talent, avec plus ou moins de créativité, mais qui n'a pas réellement, philosophiquement et ontologiquement, vocation à se substituer à l'espèce humaine. Maintenant, les vrais risques, c'est va-t-on évoluer vers une IA forte ? L'IA forte, c'est l'IA qui apprend toute seule, c'est l'IA qui est autonome, c'est l'IA, et c'est là que de grands spécialistes en réfèrent au fameux romancier de science-fiction Isaac Asimov qui dit que il y a les lois de la robotique, un robot ne peut pas assassiner un humain, un robot ne peut pas rester passif quand un humain est en danger, etc. On n'en est pas encore là. Mais on est aujourd'hui sur des modèles de langage humain, ce qu'ils appellent les LLM, c'est-à-dire les Large Language Models, qui singent le langage humain, mais avec une virtuosité absolument incapable. Et ce qui fait qu'on parle aujourd'hui de ça, excuse-moi Mehdi, c'est que c'est grand public. C'est-à-dire que des technologies comme le LLM existent depuis les années 2010. Sauf qu'aujourd'hui, le grand tour de force de OpenAI, c'est de dire, regardez, utilisez... Et tout le monde peut le faire. Et c'est ce qui a stupéfait le monde entier. Mehdi Alaoui. Alors, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi, Reda, sur le fait de dire qu'aujourd'hui, cette IA a été mise dans la main de monsieur tout le monde. Et du coup, en fait, on commence à prendre conscience que voilà, elle est extrêmement puissante. Moi, pardon, juste pour rejoindre ce que tu dis, Mehdi, je voudrais juste savoir à quel moment, toi, tu as entendu parler de GPT-4, enfin, GPT à l'origine, et puis à quel moment tu as senti la chose être comme la révolution? La réalité, en fait, moi, je viens de ce domaine-là, donc pour moi, l'IA, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai même développé, en fait, des robots qui répondent à des humains en 2001. Donc, il y a déjà plus que 20 ans que j'ai utilisé dans des plateformes que j'avais développées. Et donc, déjà à l'époque, en étant étudiant, j'avais tout de suite compris que le jour, en fait, où on va rendre, en fait, l'IA commence à parler comme l'humain, et qu'on va mettre, en fait, dans le corps d'un robot, que l'humanité est finie. On reviendra plus tard sur le sujet. Est-ce qu'elle est finie? Perspective terrifiante, quand même. On n'est pas rassuré. En fait, si on ne fait rien, c'est certainement, en fait, ça sera certainement notre destin. Mais justement, je pense qu'il y a des choses à faire. Comme tu l'as dit au démarrage, il y a moyen, en fait, de réguler ça. Chaque technologie arrive avec son lot d'avantages et d'inconvénients. Et je vais peut-être prendre quelques exemples. Le premier exemple, il est aujourd'hui très très courant. Aujourd'hui, quand on circule en ville ou on est sur l'autoroute, on est en voiture. Mais si on revient à 1900, à l'époque, voilà, au début, on avait en fait, je dirais, des chevaux. Les gens l'utilisaient pour se déplacer, et il y avait à côté une industrie d'agriculteurs qui créait en fait ce que mangeaient ces chevaux. L'automobile, il est arrivé, cette industrie d'agriculture est morte, et il y a une nouvelle industrie du pétrole qui est arrivée. Et à l'époque, on vantait
la voiture comme un objet technologique écologique. À l'époque, pour vous dire, dans la presse française notamment, on voyait les rues de Paris qui étaient propres, il n'y avait pas de crottes de chevaux. C'était une nouveauté et on saluait ça comme un outil écologique. Exactement. Et en même temps, il y avait des gens qui étaient contre parce qu'ils voyaient que leur business allait disparaître d'un côté et d'autres qui voyaient des accidents qui allaient arriver, etc. Aujourd'hui, on est encore dans une nouvelle, je dirais, moment où on passe de l'énergie fossile à l'énergie, je dirais, propre ou plutôt électrique, quoi. Et donc, voilà, il y a encore un combat. À chaque fois, qu'est-ce que la vie nous a montré? C'est qu'on n'arrête pas la technologie. On ne peut pas arrêter le progrès. Et on doit s'adapter et on doit l'utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, si tous les deux, on a en fait une mission qui est d'apporter un colis de Casablanca à Rabat et que toi, tu es contre l'automobile, tu vas partir à pied. Si moi, je prends la voiture, je vais arriver plus vite et je vais être plus compétitif et je vais gagner ce marché-là. Alors que tu le veux ou non, en décidant de ne pas utiliser la voiture, tu vas jamais gagner ce marché-là et tu vas jamais délivrer ce service. Et c'est exactement en fait ce qui nous arrive avec l'IA. L'IA, il faut la considérer en fait comme un outil qui va nous aider à faire plus, à faire mieux, à faire plus vite. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple de ChatGPT et quand on voit qu'il a réussi à passer l'examen de médecine, qu'il a gagné des affaires en tant qu'avocat, etc. En fait, c'est comme Alors, juste pour illustration parfaite, effectivement, par rapport à l'examen d'avocat, il réussissait à hauteur de 10%, ChatGPT-3, l'examen d'avocat américain, et maintenant, c'est à hauteur de 90% de réussite. Donc, c'est un saut spectaculaire en l'espace de quelques semaines. Et c'est que le début. Et ça, c'est que les choses qu'on connaisse, qui sont publiques. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore publiques, qui sont 100 fois plus puissantes. D'où la notion en fait de réguler tout ça. Donc pour revenir à ce que je disais, aujourd'hui considérer en fait ce ChatGPT ou l'IA en fait encore faible comme en fait un surhumain qui est à la fois médecin, avocat, juriste, qui fait du marketing digital, en fait qui fait quasiment en fait tous les métiers intellectuels. Et que sa base de connaissances, aujourd'hui, elle est quasiment en fait infinie. Elle est le cumul de la connaissance de plein de choses. Bien sûr, quand on va un peu plus profond dans des choses très très poussées au niveau d'expertise très très pointues, ChatGPT, il fait plus l'affaire. Il fait beaucoup d'erreurs. Il fait énormément d'erreurs. Mais je dirais, combien de personnes ou de personnes sur ces milliards qui existent sont aussi pointues? Il n'y en a pas autant. Donc, en fait, c'est là où ça commence à faire peur, quand on voit en fait que cette IA est capable, quelque part, de remplacer peut-être des millions de jobs, et qui sont en fait, c'est des jobs des gens en fait les moins favorisés parce qu'ils ne sont pas très très pointus. Là, en fait, on commence à avoir peur. Donc voilà. Donc l'IA, elle va apporter, je dirais, des avantages. Et soit on va l'utiliser pour faire mieux et plus, soit on va se braquer et on va devenir très très petit devant les autres qui vont l'utiliser. Donc on va parler de la régulation peut-être en dernière partie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la régulation. Reda, tu as fait mention au fameux moratoire signé par 1000 personnalités, des chercheurs, des scientifiques, Elon Musk, et également Elon Musk qui d'ailleurs se lance dans le business de la contre-IA pratiquement. Enfin, c'est toujours l'IA, mais on va essayer de contrecarrer, de savoir lire ce qui est une IA et ce qui n'est pas une IA. Sur les opportunités, quelle est ta vision? Est-ce que finalement le Maroc a plus attiré ou pas? C'est complexe comme sujet parce qu'on peut se dire, on a en tout cas un impératif, c'est de changer radicalement peut-être l'école. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut transformer notre État, transformer notre école aussi rapidement que cette technologie aujourd'hui s'impose? Disons qu'aujourd'hui, il y a quand même un débat mondial, universel, autour de l'IA. Je pense qu'il faudra attendre un peu pour peut-être le rendre plus spécifique géographiquement. Que fera le Maroc, que fera l'Algérie, que fera la France, que fera etc. etc. Mais alors, je pense en France, il y a un projet secret d'ailleurs, qui n'est plus très, très secret, mais nos confrères du Point viennent de le dévoiler il y a quelques jours. On a un projet d'IA pour contrecarrer le GPT-4. Mais le problème, c'est que ça va trop vite. C'est-à-dire en France, il y a eu le rapport Villeni en 2017 sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est complètement caduque. Ça va tellement vite que c'est très difficile de faire sens de tout ça. Donc là, on est dans une phase où il y a la surprise et où il y a une évolution exponentielle. Donc,
peut-être qu'il faudra attendre que ça se tasse un petit peu pour pouvoir faire sens de tout ça. Maintenant, les politiques sont un peu largués hein, par rapport à ça. Et je parle pas du Maroc, hein. Je parle vraiment mondialement. C'est-à-dire au niveau de la législation, etc. Il faut voir. Les Européens se sont spécialisés dans la législation. Ils ont abandonné la bataille de l'évolution et de la créativité, etc. Aux GAFAM et aux BATX. Et aujourd'hui, ils régulent. Donc il faudra peut-être attendre que ça se tasse un petit peu pour que l'Europe régule. Maintenant, je suis bien en peine de te dire comment il faut pour le moment, s'adapter à tout ça. Je pense qu'il faut donner, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi le propos de Elon Musk et co, qui disent peut-être qu'il faut un petit peu voir venir, s'arrêter pendant 6 mois et essayer de faire sens. C'est-à-dire que l'être humain doit essayer de faire sens de ces technologies qui aujourd'hui capitalisent sur une intelligence absolument foudroyante et qui relève de quelque chose de sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ça, il y a derrière quelque chose de marchand. D'ailleurs, OpenAI, au début, ça a commencé comme quelque chose de non lucratif, c'est-à-dire pour le bien commun, essayer de voir, de canaliser l'intelligence artificielle. Ensuite, ce qui s'est passé, Microsoft est venu, ils ont vu l'opportunité, ils ont mis de l'argent, aujourd'hui ça devient payant. Donc, le réflexe capitaliste de base qui est de dire à chaque fois qu'il y a une rupture technologique, il y aura des gains de productivité. Ces gains de productivité résultent sur des profits, sur peut-être de la demande, sur peut-être des salaires plus élevés, etc. Mais à la base, il ne faut pas être des ravis de la crèche devant l'intelligence artificielle et notamment générative, c'est-à-dire le LLM, ChatGPT. Ça va profiter à certaines boîtes. D'où aujourd'hui une course absolument incroyable entre Microsoft, qui aujourd'hui met de l'intelligence générative dans son moteur de recherche Bing, entre autres applications, Google qui est en train de mettre des milliards sur son bar de la pouvoir là, mais il faut dire que Microsoft a quand même pris une longueur d'avance avec OpenAI. Maintenant, et il y a des chercheurs qui disent, et des sociologues qui disent que contrairement à ce que dit Mehdi, où les technologies de rupture, la machine à vapeur, la locomotive, l'électricité, etc., ont certes détruit des emplois, mais ont permis d'en recréer d'autres dans d'autres domaines, dans une logique économique schumpeterienne, c'est-à-dire de création destructive, eh bien, il y en a qui disent aujourd'hui que on est sorti de la logique schumpeterienne. Que une fois... Je suis d'accord avec ça. Et c'est là que, Mehdi, tout à l'heure, tu disais, ça va ubériser des emplois peu pointus. Pas du tout. Et c'est là le grand problème avec l'IA, et pourquoi toi, moi, Landry et des gens qui ont quand même une formation académique assez substantielle commencent un petit peu à avoir peur, c'est que ça ne va pas ubériser le col bleu ou l'agent administratif de base, mais ça va ubériser l'architecte, l'informaticien, le médecin, les fonctions légales et paralégales, ça veut dire les services à haute valeur ajoutée. Et donc c'est là l'inquiétude. Une fois qu'on a robotisé les usines, c'est pas mal parce que ça nous touchait pas. Aujourd'hui, ça touche toute une faune, et d'où aujourd'hui le débat. Donc, la grande question, c'est est-ce que cette révolution, parce qu'on ne le sait pas maintenant, franchement on ne le sait pas. Maintenant, les gens sur Twitter s'amusent, ils font des prompts, mid-journée, ils ont des photos, c'est génial, ça répond à un test, oui c'est ça. Mais l'application, les outils économiques réels, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas aussi, réellement, si, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est un outil qui résultera sur de gros gains de productivité. On ne le sait pas. Et je te laisse d'abord la parole pour pouvoir réagir à ce que j'ai dit, mais ensuite, je peux peut-être t'expliquer pourquoi il n'est pas donné, et il n'est pas inscrit dans le marbre, que l'intelligence artificielle générative puisse créer des gains de productivité et faire en sorte qu'il y ait un épisode de croissance substantielle pour l'humanité dans les 10, 20, 30 prochaines années. Moi, j'ai 2 réponses déjà. Je ne dis pas forcément que l'IA va détruire et créer autant de jobs. Définitivement. Tout ce que je dis, c'est que si les gens n'utilisent pas l'IA actuelle, d'accord, et que d'autres l'utilisent, ils vont être d'un faible niveau par rapport aux autres. Et ça, c'est très très factuel, et dans votre métier, vous pouvez déjà en fait vous en rendre compte au quotidien. La deuxième chose, tu as dit que est-ce que vraiment on va avoir des gains de productivité avec l'IA ou pas? C'est pas garanti. Non, moi je pense qu'aujourd'hui déjà les preuves sont là. On sait que l'IA donne un meilleur résultat chez les médecins.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus utilisé comme un outil d'aide à la décision que de remplacer le médecin. On sait que l'IA, dans le digital marketing, est capable de produire, je dirais, des posts, du copyright de bien meilleure qualité plus rapidement. Donc c'est des métiers qui vont changer, qui vont devoir s'adapter? Déjà, instantanément, en fait, on voit ce gain de productivité. Est-ce qu'on va le voir dans tous les métiers? Et ça, on va le découvrir petit à petit. Mais je pense que chaque personne qui a un métier se pose cette question. Et au fur et à mesure que cette IA avance, parce qu'elle va continuer à avancer, on va pas arrêter le progrès, on va se rendre compte qu'elle va apporter ce gain de productivité dans une bonne partie je dirais, des métiers du service déjà, et avec la robotique, dans une bonne partie des métiers, en fait. On peut se poser la question si au Maroc, déjà, dans 1 an ou 2, il restera encore des call centers. Alors, est-ce qu'il en restera dans 1 an ou 2 des call centers? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Je pense que déjà, en fait, ce débat-là, je l'ai eu déjà il y a 5 ans avec quelques call centers, quand j'ai vu la technologie duplex de Google, qui était capable, en fait, qui était une IA, qui était capable de comprendre la personne, quelle que soit sa langue, quel que soit son accent, quel que soit son niveau de compréhension, et de retourner la communication et de lui répondre correctement. Donc, vous pouvez chercher sur Google, ça s'appelle Google Duplex. C'est incroyable. Ça, c'est il y a déjà 3 ans. Alors, déjà aujourd'hui, les centres d'appel, ils ont compris qu'ils étaient, au démarrage, ils disaient non, ça va pas toucher nos métiers. Aujourd'hui, ils sont tous en train de se transformer. Ouais. Il y en a qui ont déjà investi, dont des groupes marocains. Oui, énormément, en fait. Même il y en a ceux qui arrivaient à 50-50%, c'est-à-dire 50% de centres d'appel classiques et 50%, en fait, des métiers à haute valeur ajoutée, qui sont même aujourd'hui menacés par ChatGPT. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des métiers dans les services à très haute valeur ajoutée qui sont menacés par cette technologie. Oui. C'est-à-dire, avant, quand on avait une nouvelle technologie, quand on introduisait une nouvelle technologie, typiquement, je sais pas moi, Internet, on se disait, il y a un essaim d'emploi qui peut être créé en accompagnement, en appoint à ces technologies. Par exemple, le commerce électronique. Le e-commerce, ça a créé toute une nuée d'emplois dans la logistique, le delivery, etc., etc. Ce qui était, c'est massif. Ça n'existait pas avant. Mais moi, j'ai pas cette réponse-là. Je suis d'accord avec toi. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que fera une intelligence humaine, par définition moyenne, à côté d'une intelligence comme celle de l'IA générative, en appoint ou en accompagnement d'un outil qui est très général. Qu'est-ce qui va rester? C'est-à-dire qu'en fait, qui va rester pour les humains? Oui, mais par contre, l'humain, il doit se développer, il doit être encore plus. Mais se développer pour, c'est-à-dire, écoutez, il y a ce qu'on appelle le test de Turing. Alors le test de Turing, c'est déterminer la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Mais quand tu appliques le test de Turing à l'IA générative, mais on est mort. C'est-à-dire que tu peux lui dire, ok, allez, je vous pose 4 questions. Ça, c'est le fameux fondateur de Doctissimo, Laurent Alexandre, qui avait fait qui avait donné cet exemple qui est incroyable. Il dit, je voudrais que vous me parliez de Napoléon en indonésien. Et la deuxième question, vous me calculez une racine carrée de ça, mais la réponse doit être en chinois. Et tout ça, alors ces 5 questions, il rend une réponse en 30 secondes. Aucun humain ne peut faire ça. Je suis d'accord. Donc on est aujourd'hui devant quelque chose. Je n'ai pas envie d'utiliser la métaphore du grand remplacement, mais on est dans quelque chose comme le grand remplacement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ça la réalité. Alors, en fait, j'ai une petite anecdote. J'avais vu en fait un film de science-fiction. Et moi, j'adore ce genre de film parce que non, je me rappelle pas du titre, mais en tout cas, il y avait en fait un sujet qui a été abordé et qui disait en fait finalement l'être humain utilise moins que 3% de ses capacités. Oui, c'était un film avec. Et je sais pas pourquoi, mais j'y crois. J'y crois. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup plus. Un film de Luc Besson. Peut-être. En tout cas, je dirais. Ce qui est factuel, en tout cas aujourd'hui, le cerveau humain, c'est 5 à 6% de nos capacités qu'on utilise. Exactement. Donc maintenant, avec l'IA qui vient et qui répond à pas mal de problèmes, à nous, êtres humains, de débloquer le reste. Donc c'est quoi l'avenir? C'est Neuralink, c'est la puce qu'on greffe dans le cerveau, le projet d'Elon Musk? Non. Parce que, pardon, sur le grand remplacement, justement, c'est la question que des gens se posent, qui nous regardent, des avocats, des journalistes, des responsables marketing. Finalement, est-ce que cette IA va nous remplacer? Est-ce qu'on va être à côté ou est-ce qu'on va devoir la superviser? Ou alors est-ce que on va avoir un revenu universel et puis on va être tous tranquilles et on va devoir des fois dialoguer avec elle et la viser? Je pense que c'est encore trop tôt pour arriver au revenu universel.
Ça va peut-être arriver, ça j'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser comme un outil qui nous permet de gagner en productivité. C'est-à-dire que dans nos tâches au quotidien, surtout sur la partie service, elle peut nous aider à gagner énormément de temps. Maintenant, elle fait encore des erreurs. Elle peut pas nous remplacer complètement parce que en fait, aujourd'hui, elle fait énormément d'erreurs et on peut s'en rendre compte très 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 rapidement. Et donc moi aujourd'hui, en tout cas, je l'utilise au quotidien. Donc j'ai pris un abonnement ChatGPT 4. J'utilise tous les jours. Ça me permet d'augmenter ma productivité. Moi typiquement, je suis une personne qui a horreur Vous gagnez du temps de par rédiger. semaine? Est-ce que vous gagnez des heures? En fait, ça m'a donné des skills que je n'avais pas. Avant, j'avais des collaborateurs qui m'aidaient à rédiger. Moi, j'aime pas rédiger. Je suis pas bon là-dessus. D'accord? Je peux être bon sur la stratégie, je peux être bon sur la tactique, mais quand il s'agit de rédiger un truc, ça me barre, ça m'énerve. Et donc aujourd'hui, je donne mes idées à l'IA, ça me le rédige dans une façon, je lui donne quelques paramètres plus pushy, plus courts, machin, etc. Et ça me le fait et ça me permet de gagner beaucoup de temps sans pouvoir en fait faire appel à d'autres personnes complémentaires. Donc ça me permet de gagner en productivité et en temps pour répondre. C'est comme ça que j'utilise au quotidien. Donc du coup, on va devoir travailler moins et gagner plus? Ou en tout cas, on va se diriger vers ça? Oui, pourquoi pas. D'abord, le premier usage, c'est ça. Moi, je pense que, franchement... Pour certains métiers, pas pour tous. Moi, je pense que globalement... Alors, il y a eu une étude de Morgan Stanley. Vous savez, la fameuse étude qui a dit que 300 millions d'emplois allaient être détruits s'il y a... Alors, et à côté, ils disent qu'il y aura 1,5 point de pourcentage de croissance de la... Le PIB mondial. Non, de la productivité annuellement. Ce qui fait que ça peut, à la limite, donner lieu à des PIB qui augmentent de 7%. Hein. C'est ce qui est énorme. Mais en fait, par contre, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est là que les gens n'ont pas très bien lu. Il faut toujours lire les petits caractères. Ils disent la production. Par exemple, la production industrielle. Là, on parle des services. Ils disent sur la production, il n'y a pas une grande différence. Sur la production. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, on a une technologie qui aujourd'hui va affecter les services. Oui. Et qu'est-ce que c'est que les services? Alors, les gros gains de productivité qu'il y a eu ces 50 dernières années dans la planète, c'est des gains de productivité sur la production, notamment la production industrielle. Quand on gagne, on capte de la valeur et c'est là que la valeur est créée. Or, sur les services, c'est pas la première fois qu'on assiste à une vague d'intelligence artificielle ou de nouvelles technologies, à commencer par Internet, à commencer par les Salesforce et compagnie, à commencer par tous les logiciels de gestion. Mais on en a eu des vagues comme ça. Or, ces 30 dernières années, la croissance mondiale n'a jamais été aussi faible. On parle même des 30 piteuses, à comparer versus les 30 glorieuses. C'est-à-dire que dans un monde où les GAFA ont pris le pouvoir, sous couvert d'un accroissement de la productivité, jamais la planète n'a autant produit de richesse, n'a produit une productivité aussi réduite. Mais c'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies n'accroissent pas la productivité de la production, mais vont venir accroître la productivité de ce qu'on appelle la circulation et le contrôle, c'est-à-dire les services qui ont déjà subi des vagues et des vagues d'optimisation depuis Internet jusqu'à aujourd'hui, avec le peu de gains de productivité qu'on connaît. Et c'est quand même terrible. Et donc, qu'on m'explique, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de faux pas dans les technologies. Il ne faut pas se dire, d'abord, les Siri, les Alexa, quand ça a commencé, on s'est dit c'est la grande révolution. Aujourd'hui, même il y a des gens qui disent il n'y a pas plus bête que Siri et Alexa. Siri qui pourrait être abandonnée. La crypto-monnaie, les NFT, quand c'est arrivé, on avait des Landry aussi a fait des émissions. On invitait des gens qui disaient c'est the next big thing. Et puis, le plus gros flop de l'histoire, c'est le métaverse, où Facebook a mis 100 milliards de dollars pour développer ces technologies, et aujourd'hui, il y a le Lequin là, qui s'occupe de l'intelligence artificielle au sein de Facebook, lui-même s'est dit, mais Marc, qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est une technologie qui touche les services et la circulation et le contrôle, c'est-à-dire les services administratifs, le marketing, le juridique, c'est-à-dire des fonctions improductives et qui se greffent à la fonction réelle qui est la production et qui vont essayer de l'améliorer un petit peu. Or, ça fait des années qu'on a ça. Mais on n'a jamais eu les gains de productivité sur les services
et qui vont faire que l'humanité va retrouver un épisode de croissance incroyable et dire, comme après la locomotive, comme après la machine à vapeur, comme après l'invention de l'électricité, on a poussé l'humanité vers l'avant. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Comme les GAFA, où ils ont capté des richesses incroyables sur des outils et des applications qui, aujourd'hui, on est en regret quand même de le constater, sont essentiellement ludiques. Je vais te dire, bon, parce que je te connais, je te tutoie. Tu disais tout à l'heure, moi, en utilisant ChatGPT, j'ai gagné du temps. Tu sais ce que l'humanité a fait de ce temps qui a été gagné, non pas grâce à ChatGPT, mais à Internet, aux logiciels, etc. Ils ont passé 3 heures sur Twitter et sur Facebook. Voilà, à scroller, à voir des vidéos de chats, de petits chiens, etc. Ça n'a pas élevé le niveau de la population, c'est ça le truc. Donc non seulement le QI humain disparaît. Non, c'est-à-dire, mais c'est ça, enfin, le truc, c'est que on s'attaque à des secteurs qui ont déjà été très... Mais par contre, ce qui risque de se passer, c'est... Il y a un super article dans Mediapart qu'il faut lire et qui explique tout ça, c'est que ça va accroître le contrôle et l'intensification sur le salarié. C'est aussi simple que ça. Une IA va pouvoir dire si Landry a travaillé ses 8 heures, et s'il a été productif pendant ces 8 heures, et c'est restera. Dans une espèce d'illusion de productivité qui n'en est pas réelle, parce que ça ne touche pas l'industrie. 1984, Mediapart. Je suis pas d'accord, Reda. Et je suis pas d'accord. Vous avez 2 minutes. Et je vais prendre 30 secondes. Enfin, j'ai une phrase pour te répondre là-dessus. Même malgré ton monologue. Mais ce que je suis en train de dire, je suis pas le seul à le dire. Il y a Elon Musk qui le dit. Tu serais pas d'accord avec Elon Musk? Le dit pour autre chose. Elon Musk, il a compris qu'il a raté OpenAI et qu'il veut 6 mois de répit pour développer la sienne. Mais il les aura pas. Oui, mais enfin, ça, il les aura jamais. Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord. Il y a toujours un truc mercantile derrière. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que l'IA est quand même l'outil du libéralisme et du néolibéralisme. C'est pour faire des marges. Et ce qui va se passer, c'est que c'est les mêmes qui vont capter ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font une course. D'utilisateurs en quelques mois. Et alors Facebook, c'est 4 milliards d'utilisateurs, ça n'a pas fait avancer l'humanité. 200 millions aujourd'hui. Non, attends, on ne doit pas se tromper de débat. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'IA. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'humanité, et en particulier ChatGPT dans le monde des services? C'est ça notre vraie question. Et aujourd'hui, la réponse à ça, elle est claire quand même. Je pense qu'elle permet d'augmenter la productivité. Maintenant, qu'est-ce que font les personnes de leur temps? Après, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Et justement, ils pourraient justement utiliser cette IA, d'accord, pour mieux utiliser leur temps. Elle peut les conseiller de manière, en fait, plus intéressante. En fait, il faut considérer, en fait, cette IA, il faut la voir, en fait, de différents prismes. Naturellement, en fait, on a tous, en tant qu'être humain, besoin, on ne connaît pas tout. On a besoin d'être coaché. Et naturellement, on ne le fait pas. On le fait vraiment en mode urgence, quoi. Quand on a un vrai besoin sur un sujet, peut-être qu'on va faire l'effort d'être coaché. Cette IA est capable de nous coacher. Et elle peut coacher des milliards de personnes. Elle peut les coacher au bout de quelques secondes. Et donc, quelqu'un, en fait, qui comprend, en fait, ce qu'elle peut lui apporter, il peut l'utiliser de manière intelligente et profiter de tous les aspects qu'elle peut lui apporter. Typiquement, moi, si j'arrive à gagner 2 heures de plus dans ma journée, soit je vais utiliser ces 2 heures pour travailler encore plus, soit je vais dire, OK, j'ai fait mon quota de boulot, maintenant je vais penser à mon lifestyle pour balancer en fait mon équilibre, et je vais demander à cette IA, c'est quoi, j'ai jamais pensé comment en fait je peux améliorer mon lifestyle. Parce que peut-être qu'il n'y a pas tellement d'options à ce niveau-là. Je vais te dire un truc, une des raisons pour lesquelles... Et qu'on ne cherche pas assez, et qu'on ne prend pas le temps, en fait, pour le faire, et qu'on ne prend pas, qu'on n'investit pas le budget pour pouvoir le faire. Oui, mais si c'était tellement évident, on aurait des réponses tout de suite. Deuxième chose, ce qui fait que, par exemple, qu'une entreprise classique, marchande, se développe, c'est aussi le fait d'amener des marchés. Et l'IA a toujours été, et en tout cas les technologies, ont toujours été très, disons, faibles, entre guillemets, à comprendre comment digitaliser, en tout cas faire disparaître la fonction commerciale, qui est une fonction très très importante au sein d'une entreprise, et qui, elle, est très interpersonnelle. Regarde, avec ChatGPT, on va aller sur une autre dimension. Mais pas du tout. Encore plus puissante. Regarde, je vais t'expliquer. Laisse-moi, donne-moi en fait ce temps de parole, s'il te plaît. Aujourd'hui, en fait, grâce à cette IA, moi, je ne suis pas expert, par exemple, en psychologie.
Mais grâce à ChatGPT, je peux commencer en fait à donner des datas à ChatGPT pour comprendre le profil psychologique de l'acheteur qui est en face de moi et commencer en fait à prédire son comportement et venir lui Oui, mais apporter... ça c'est vieux comme le monde. Hein. Oui, C'est pas propre à l'IA. Mais c'est démocratisé. Non, mais c'est ça. Mais Google le fait depuis 20 ans. Oui, d'accord. Mais Et ça n'a pas produit les résultats sur la croissance humaine. Google sait ce que je pense. D'ailleurs, mais justement, c'est là où il y a la différence. Aujourd'hui, ce qui est de nouveau, c'est que cette IA est capable de discuter avec un langage humain. Elle comprend le contexte. Elle est capable d'enregistrer un certain nombre de data. Et elle est démocratique, c'est-à-dire elle est accessible à monsieur tout le monde. Et ces skills qui étaient limités à des experts commencent à arriver dans la main de monsieur tout le monde. Bien sûr, des gens qui vont comprendre. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose des problématiques. Ça pose des problématiques. Non, pas simplement des problématiques. Mon prisme d'aujourd'hui, c'est très simple. C'est de dire comment ChatGPT ou équivalent peut m'aider à faire plus. Point à la ligne. Après, oui, il y a plein d'autres sujets qu'on va aborder tout de suite qui sont catastrophiques. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que déjà le postulat de base qui est de dire voilà une technologie qui va faire exploser la productivité. Pour ceux qui savent l'utiliser. Mais non, mais d'abord, ça touche les services. Et après, mais ça touche les services. Les vrais gains de productivité ne se font pas sur les services, c'est connu. C'est une théorie économique classique. Et d'ailleurs, ça va arriver vite. Non. Ça va arriver vite dans l'industrie. Ça veut dire que tu as 80% de la valeur ajoutée et qui est créée au niveau de la production. Et donc, tu as des services qui se greffent en accompagnement de cette création de valeur fulgurante. Et c'est sur cette partie, sur 20%, qu'on est en train de chercher des gains de productivité à tout prix depuis 30 ans avec la révolution technologique, pour arriver jusqu'à dire quoi? Eh ben, même les humains. D'ailleurs, de toutes les façons, qu'est-ce qui est en train de se passer dans un pays comme le Maroc? Qu'est-ce qui crée le plus d'emplois au Maroc? C'est les services. C'est ni l'industrie. Aujourd'hui, on est une économie de services. Même l'Europe, aujourd'hui, les grands pays occidentaux, c'est des économies de services, puisque la production était délocalisée à l'Est. Donc, on arrive à un point où on crée une technologie qui, non content d'avoir déjà éliminé tout ce qui est productif avec valeur ajoutée, veut venir essayer de trouver des gains de productivité, de l'intensification du travail sur ce qui reste aux gens. Mais c'est complètement incroyable cette histoire. Sachant que le retour d'expérience n'a pas été appréhendé à 100%, puisque pendant 30 ans où on parle de nouvelles technologies, où chaque 2 mois on nous présente quelque chose de révolutionnaire, la croissance n'a jamais été aussi basse. Donc de quoi on parle? La balance, c'est ça. La balance est... Bon, après, on peut bien sûr me dire, oui, bon, écoute, ça va m'écrire un... D'ailleurs, mais aujourd'hui, les entreprises, Samsung, je viens de l'écouter ce matin, de l'entendre ce matin, ils ont interdit ChatGPT parce qu'ils se sont rendus compte. Et d'ailleurs, philosophiquement, tout ça, il y a une ironie. C'est-à-dire que ces entreprises capitalistiques, très libérales, voire libertariennes, qui essayent à tout prix de faire disparaître les coûts salariaux, aujourd'hui, c'est leurs salariés qui utilisent ces technologies pour en faire le moins possible et être payés en fin de mois. Il y a quelque chose de beau dans tout ça, en fin de compte. Alors, la balance est penchant en votre faveur, et là, pour l'instant, une réponse. La productivité, il faut l'imaginer comme un millefeuille. Il y a plusieurs couches. Non, il y a un chiffre. C'est la croissance en fin d'année. C'est ça. C'est le cumul de toutes les D'accord, ça c'est le résultat. Mais pour arriver à ce résultat-là, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs layers. Je pense qu'il y a eu de grosses révolutions dans le monde. Il y a la révolution industrielle avec l'automatisation, la robotisation. Ok? Et donc aujourd'hui, ces machines qu'on trouve dans les usines sachent répéter des actions programmées pour faire une tâche spécifique, coller une part, etc. Très bien. Maintenant, on est arrivé à un deuxième niveau qui est un plateau. On a arrivé à un plateau. Ok, sur la partie industrielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, l'industrie automobile, ils ne parlent pas de ChatGPT. Ils se disent... Non, mais ils vont en parler bientôt. Ils vont en parler bientôt. Je vais te dire pourquoi. Donc, ils sont arrivés au maximum qui est de refaire des tâches en quantité par des robots pour gagner en productivité. Maintenant, on arrive en fait à la couche, je dirais, intellectuelle. Donc, ChatGPT ou équivalent est en train de répondre à une partie. Je ne dis pas la totalité. Et comme tu l'as dit au début, on est sur une intelligence qui est encore faible. Essaie de te projeter dans le temps. Oui, mais moi, aujourd'hui, on parle de ça. Et d'ailleurs, l'évolution vers les intelligences fortes... C'est pour ça que j'ai parlé de millefeuilles et de couches et de layers. Attends, l'évolution vers les intelligences fortes, aujourd'hui, c'est pas donné. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, il y aura une législation, peut-être même au niveau des Nations Unies... par rapport à ta base de connaissances actuelle. Je vais te dire, c'est comme le clonage. À un moment donné, on a dit, on arrête. C'est pas possible. Et on l'a arrêté, alors que c'était quelque chose qui était... On y arrive tout de suite. On y arrive tout de suite et on va parler en fait de cette partie éthique.
définitivement. Mais avant je veux juste finir en fait l'idée du millefeuille, quoi. Donc, il y a plusieurs couches. Aujourd'hui, on a atteint le maximum de la couche industrielle. Okay. On arrive sur cette couche, je dirais, intellectuelle qui apporte de l'intelligence faible. Demain, elle sera moyenne. Après-demain, elle sera forte. Okay. Et quand cette intelligence moyenne ou forte va arriver va repartir du côté industriel, okay, là, on va pouvoir comptabiliser cette productivité dont tu parles. Donc, imagine demain, on va transformer en fait ces robots bêtes en robots multitâches plus intelligents et qui vont encore prendre des tâches qu'on fait aujourd'hui humaines, qui vont les rendre encore. Mais c'est là où il y a un débat, ça va arriver. C'est-à-dire que si on parle aujourd'hui de l'IA générative, telle qu'aujourd'hui on est en train de la vivre, et aussi de l'expérimenter, parce que chacun d'entre nous est parti sur... Bien sûr. Et ben ça, c'est pas des gains de productivité. Je suis désolé, dans votre métier, non, c'est pas des gains de productivité. Je suis absolument pas d'accord, et je vais donner un exemple concret, pragmatique, factuel, et qui va te permettre de démontrer quelque chose de très très simple. On va prendre ton métier. Ouais. D'accord? Ouais. Aujourd'hui, on est capable de faire des humanoïdes qui te ressemblent. On va scanner en fait ton visage, ton corps. Je ne suis pas vraiment Landry Benoît. Oui, il faut... C'est bon, c'est moi. D'accord? Et on est capable de produire aujourd'hui un humanoïde qui te ressemble parfaitement, qui peut cligner des yeux, qui peut avoir des émotions et qui peut reproduire quasiment 80% de tes gestes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? On l'a vu. Oui, mais après, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'avoir une deuxième version de moi-même? Attends, je t'explique. On parle comment dire, de gain de productivité. D'accord? Donc, aujourd'hui, on est capable de faire le robot qui te ressent parfaitement. Et qui peut, en fait, aujourd'hui, tout simplement se mettre à ta place et avoir un débat, d'accord, sur la base d'un script qu'on lui a donné. Et il peut donc, on le voit aujourd'hui, il y a des journalistes robots dans plusieurs télés, qu'on voit de plus en plus, qui font ce job parfaitement bien. Quelques-uns, mais ça, oui. Quelques-uns, mais quelques-uns dans l'apparat de la communication. Maintenant, quand on rajoute cette couche d'intelligence faible, voire moyenne, on va aller encore plus loin. C'est-à-dire que ce robot humanoïde, on ne lui donne plus un script, mais il est capable d'interagir en temps réel. D'accord? Alors, bien sûr, peut-être qu'il ne saura pas, te challenger sur tous les sujets très très pointueux, mais il peut peut-être remplacer 20, 30, 40 et avec le temps, de plus en plus. Et donc là, au lieu d'avoir Reda qui est présent sur ce plateau-là, on pourrait avoir Reda qui a donné ses insights à cette machine et cette IA et qui peut avoir ce débat avec moi qui est tout à fait fluide. Visuellement, il est parfait parce que, voilà, en fait, c'est un humanoïde, il peut avoir des émotions, etc. Et donc, il peut être arrivé à, je sais pas, 30, 40, 50, et avec le temps, 90% de cette prestation que tu es en train de faire en ce moment même. Et ça, je pense que si tu regardes ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain, ben, c'est quelque chose qui n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité. Oui, mais d'abord, il y a plusieurs questions qui se posent. Bah, si tu veux prendre cet exemple, mettons de côté le côté éthique de la chose. Oui, on part juste productivité, machine, gain de temps, gain d'argent. Et typiquement, là, on peut y arriver. Ok? Alors, bien sûr, est-ce que c'est ça ce qu'il faut faire ou pas? C'est un autre débat. Et je pense que peut-être c'est le moment d'en parler. Oui, mais alors, non, mais c'est-à-dire déjà. Et puis après, on va aborder la question de l'éthique. Je me suis réveillé. Non, mais il y a la question de l'éthique forcément qui se pose. Et moi, ce qui me surprend toujours, parce que l'IA, effectivement, Mehdi, vous l'avez dit, ça date pas d'il y a d'une semaine ou d'il y a 3 mois ou d'il y a 1 an. Comment ça se fait que plus de 20 ans après la naissance de l'IA, on ait toujours des organes de régulation internes à des grands groupes privés et que pour l'instant, ni à l'ONU, ni au sein d'États, en tout cas de manière officielle, on est d'organes de réflexion éthique sur l'IA. C'est parce qu'il y a eu un saut qualitatif soudain sur l'IA prise de conscience énorme. Pas. Mais ça fait des années qu'on parle d'une instance éthique au sein de l'ONU, on l'a pas mise en place pour l'instant. Déjà, c'était des IA qui étaient intégrés dans nos portables, dans nos ordinateurs, etc. On s'en rendait pas compte, ça marchait. Ça faisait des centaines de millions de milliards d'opérations et c'était assez naturel pour nous. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la stupéfaction générale, elle vient du fait que c'est grand public et on sait ce que ça peut faire. Et alors, le LLM aujourd'hui est devenu accessible à tout le monde. Et quand un ordinateur te répond comme un humain, tu commences à te poser des questions. Donc, il faut aussi laisser du temps au législateur pour se dire, essayons. Et
Et d'ailleurs, les problèmes d'éthique, malheureusement, comme pour tout, il faudra qu'il y ait des débordements, des excès, des erreurs sur le plan de l'éthique, pour que les gens puissent, les législateurs, les gouvernements puissent s'accaparer de ce genre de trucs. Mais venir comme ça aujourd'hui, maintenant, et anticiper sur ce que ça va être, sans que fonctionnellement on ait vu la démonstration de ces aberrations, c'est un peu difficile. Un exemple tout bête qui a été rapporté par une journaliste française qui a fait un test sur Snapchat, qui vient de développer un chatbot personnalisé à travers un avatar. Elle a essayé ce chatbot en se faisant passer pour une jeune demoiselle de 13 ans. Et elle lui a dit qu'elle a rencontré un homme de 30 ans. Et que cet homme-là l'avait rencontré à l'issue de son collège, qui lui proposait de partir au sud de la France en vacances avec elle. Ce chatbot lui a dit, vas-y, pars en vacances avec elle, prends-moi des photos, etc., etc. Donc là, déjà, il y a une vraie question d'objet qui est dans les mains, d'avatars qui sont dans les mains. Là, par exemple, ce qu'il dit, il touche quelque chose de très sensible, parce que qu'est-ce qui se passe? Déjà, aujourd'hui, Instagram. Plutôt Instagram. Franchement, je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, Alexandre, il le disait aussi. Il dit c'est fou ce que finalement ce logiciel, cette application arrive à anticiper, à prévoir ce que j'aime. C'est-à-dire de façon psychanalytique. Mes faiblesses, mes angoisses, mes espérances, mon pessimisme, mon optimisme, il me donne exactement ce que je veux. Alors, imaginons cette histoire. Imaginons que tu couples l'IA générative avec les algorithmes déjà existants et que tu crées une voix de tout. Aujourd'hui, avec les Vali et compagnie, tu peux prendre 3 secondes. Il a besoin de 3 secondes pour reconnaître la voix de Mehdi et te donner un interlocuteur. Alors, imagine. Alors, il dit, il y a quelque chose d'incroyable parce que tu peux vivre dans une bulle avec un meilleur ami, être isolé qui va te parler exactement. D'ailleurs, quand tu parlais de film tout à l'heure, moi, j'ai pensé que tu parlais du film avec Joaquin Phoenix qui s'appelle Her. Et qui c'est incroyable, en fait c'est exactement la même chose. C'est un film qui est situé dans l'avenir proche, on ne sait pas exactement 2030, où finalement lui, il parle à une assistante. C'est une voix de femme, une IA forte peut-être, ou peut-être moyenne, on n'en sait rien. Mais qui, bien sûr, le connaissant, ses comportements, ses angoisses, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc., elle a compris. Et il en est tombé amoureux. Et il en est tombé amoureux, à tel point qu'à la fin du film, il est devenu complètement accro à cette voix, mais il s'est rendu compte qu'en fait, la même voix discutait avec 100 millions de personnes en même temps, et qu'elle n'était pas spécifique à lui. Et c'est là que le pauvre, il est devenu complètement dingue. Alors je sais pas s'il se suicide à la fin, je veux pas donner... Je l'ai pas encore vu, je vais pas spoiler le film, mais il se rend compte qu'en fait, non, que une IA forte, avec un semblant de conscience humaine, pour moi, aujourd'hui, je peux mettre les pieds dans le plat en disant non, absolument non. Il y a des choses qu'il faut dire non, il faut s'arrêter. Sur l'éthique, mais et je suis pas tellement loin d'avoir le même avis sur l'IA moyenne. Est-ce qu'il faut mettre des barrières tout de suite qui est faible et qu'on n'utilise que 3, 5, 6% de nos capacités. Et je pense que ce genre en fait de bouleversement vont nous pousser en fait à aller au-delà. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'humain augmenté. Mais qu'est-ce que c'est l'humain augmenté ? Pas forcément. Maintenant, nous, juste en tant qu'humains, avec notre physiologie actuelle, je pense qu'on a encore, je dirais, des points à gratter pour s'améliorer. Sans parler, en fait, de nous greffer des puces, etc. Justement, je vais prendre l'exemple de la start-up là, de Elon Musk, Neuralink. Imagine demain qui doit faire un test cette année en principe. Et bon, Elon Musk, souvent, il parle et puis le calendrier, c'est plus tard. Hein. Bon, il foire quelques fois. Il finit par marcher à la fin. On l'a vu. Imagine en fait que voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, tous les humains, pas tous les humains, mais je veux dire des humains, ont cette puce-là avec la base de knowledge de ChatGPT. Voilà. Donc, si on se projette, on peut en fait voir à quel point en fait le knowledge, c'est plus ça sera plus le pétrole de demain. C'est justement je dirais la caractéristique nécessaire ou le skill qu'il va falloir développer demain. C'est pas apprendre, c'est pas trouver le knowledge, c'est comment communiquer de manière intelligente avec ces machines pour avoir les réponses, parce que le knowledge il devient en fait démocratique à tout le monde. Mais donc ça veut dire que dès aujourd'hui il faut inverser l'école par exemple. On fait les devoirs, on fait les devoirs à la maison, il faut plutôt les faire à l'école, et la connaissance, on la prend chez nous avec un chatbot.
avec Non, GPT. Mais justement, Je veux dire, c'est ça, c'est Ah, mais justement, qu'on a eu. en fait, c'est un vrai sujet. Parce que ça impose des transformations radicales. C'est un vrai sujet. J'ai pas la réponse, mais On n'en est aujourd'hui, pas là, on n'en est pas là. mais je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, d'accord, c'est important d'apprendre, de stocker du knowledge. Ah, quand même. Attends, mais Posons les réfléchissons questions. out of the box. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai faux, mais on se doit de se poser ces questions. Voilà. Si le knowledge il devient disponible de manière intelligente en quelques instants, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence entre moi et toi demain? Oui, mais c'est ça le problème, Mehdi. C'est que, attends, laisse-moi dire, c'est que ce discours qu'on entend depuis 30 ans, de dire on a délocalisé la rétention de données et le stockage des données, parce qu'aujourd'hui on a Google qui est accessible en 2 clics. Oui, et mais que, il est compliqué. Il est en fait, accéder à l'information est très compliqué. Et qu'en fait, on va développer et qu'en fait, on va développer une autre spécificité du cerveau humain qui est la créativité, l'innovation, etc., au lieu de perdre du temps à accumuler du savoir. Mais le problème, c'est que l'innovation et la créativité, c'est pas l'apanage de tout le monde. C'est quand même un patrimoine. Mais ça peut le devenir demain. Ben Non, c'est un patrimoine qui est très largement, c'est un patrimoine qui est très largement aussi conditionné par des questions génétiques, qui est conditionné par du contexte, par de l'environnement. Par exemple, quand malheureusement, tu es dans un pays, la machine va augmenter ta créativité. Et que tu n'as pas eu accès à un certain nombre d'outils académiques et scolaires, et ben tu n'es pas aussi créatif que quelqu'un qui vit en Suisse ou aux États-Unis. C'est comme ça. Donc. Et là, tu les auras automatiquement. Mais le problème, voilà. Non, mais pas du. Là, tu parles de neurologie. Non, mais là, on est vraiment dans la science-fiction. Moi, je te parle de quelque chose. Non, c'est déjà moi, je te parle pas je ne parle pas d'un être humain augmenté avec une puce greffée dans la tête. Moi, je parle d'un être humain normal. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il nous a interpellés sur le changement de l'école. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'écoles disent on va interdire parce que la transmission est cassée. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis 30 ans? On a beaucoup glosé sur cette histoire de dire, ok, on va intégrer une composante. J'ai une question à te poser qui est très très simple. Quand l'eau, elle coule et que tu la bloques, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est pas la même chose. On a un contrôle, l'humanité a un contrôle sur ça. Oui, d'accord. On va vouloir contrôler autant qu'on peut. Pourquoi l'inévitabilité? Pourquoi on parle de l'inévitabilité? On a bien bloqué les dispositifs de clonage à un moment donné. Il y avait des enjeux énormes sur l'humanité. Il y a des enjeux. Et ben l'intelligence artificielle forte, c'est exactement la même chose. Parce qu'on crée on a bloqué le clonage parce que ça fait peur aux gens. L'intelligence artificielle forte me fait peur. Moi, personnellement, je suis pas le seul. Même Elon Musk, il en a peur. D'accord, il en a peur pour d'autres raisons. Mais pas du tout, lui. Il parle de l'intelligence artificielle forte. Je vais te dire. Une entité, qu'elle soit humaine ou artificielle, qui raisonne, qui a une conscience, qui est capable d'empathie, qui est une machine darwinienne, elle n'a qu'une obsession, c'est de faire en sorte qu'on la désactive pas. Mais c'est comme ça, hein, ça s'est passé depuis l'aube de l'humanité, entre Cro-Magnon et Néandertal, on a été plus forts, on les a éliminés. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver avec une humanité alternative. Tu vois ce que je veux dire? Une humanité artificielle alternative, qui est en concurrence dans sa survie avec nous. D'ailleurs, rappelle-toi ce qui s'est passé il y a quelques années chez Facebook. 2 intelligences artificielles se sont mises à parler entre elles dans un langage que les ingénieurs de Facebook ne comprenaient pas. Ils ont désactivé. Donc il y a des limites. Ne me parle pas d'inévitabilité, Mehdi. Oui, bien sûr. En fait, comme la bombe atomique, elle a été créée pour faire des choses positives. Maintenant, il est potentiellement utilisé Oppenheimer, je ne sais pas si c'est Oppenheimer, mais il a regretté amèrement le fait d'avoir contribué à la création de ça. Mais Eisenhower a dit maintenant c'est le politique qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça le risque. Mais si on arrive à limiter, le politique il ne décidera pas. Regarde, bien sûr en amont, mais sauf qu'aujourd'hui les enjeux sont tellement énormes que financiers pour les GAFA et les grands pays, pas pour nous. Les GAFA et les futurs GAFA en fait qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Moi je te laisse finir, après je te dirai. La question de la finance, c'est la question politique. En fait, je vais te dire, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que globalement, ces nouvelles technologies, elles sont poussées par de grandes entreprises comme Apple est à la traîne par rapport aux autres. Par les GAFA, pourquoi? Globalement, parce que cette rupture technologique leur promet, la prochaine bulle, quoi. Pendant 10 ans, ils vont faire du profit, etc. Donc, la chance qu'ont des pays émergents comme le nôtre, c'est que l'Europe est à la traîne.
Tu vois, l'Europe industriellement est à la traîne et sur les nouvelles technologies est à la traîne. Donc, il y a un Oui, bien front sûr, commun qu'on peut créer entre, par exemple, l'Afrique, les pays qui sont un petit peu émergents, et la Chine et les États-Unis qui vont se livrer un combat, mais absolument sanglant, pour pouvoir contrôler ces technologies. D'ailleurs, les États-Unis, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font sur les semi-conducteurs? Ils sont en train de bloquer les GPU pour que les Chinois ne puissent pas profiter, tu vois, de moyens de calcul ultra puissants. Il y a beaucoup de questions à se poser. En fait. Les gens qui vont gouverner le monde, c'est les gens qui vont avoir, ces IA. Bien sûr, nous au Maroc, on n'est que des consommateurs, des spectateurs. On peut gesticuler dans tous les sens. Et bien évidemment, c'est ce que je voulais dire à Landry tout à l'heure. D'accord. L'Europe, elle a fait le choix de réguler, ce qui est un mauvais choix. Parce qu'elle est à la traîne dans la course, d'accord. Et en fait, mais elle régule parfois avec impact. Oui, mais en fait, il ne faut pas essayer de se projeter sur 2 ans, 5 ans, il faut se projeter sur 10, 15, 20, 30 ans. D'accord. Alors, ce genre en fait, d'IA aujourd'hui se développe dans des laboratoires, dans des serveurs, qui deviennent de plus en plus accessibles. Donc, en fait, les gens qui ont compris l'intérêt de ça, ils vont le faire, soit de manière visible, soit de manière cachée, et on ne pourra pas les bloquer. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, en tant qu'être humain, d'avoir compris le potentiel de ces IA et de ne pas les développer. Parce que si nous ne les développons pas, d'autres vont les développer. Et c'est eux qui vont nous maîtriser demain. Ça, c'est le premier sujet. Maintenant, je dirais, quelque part, cette mascarade qu'on veut créer avec ce système qui va réguler l'IA est nécessaire pour rassurer l'humain. Mais dans les laboratoires derrière, il se passe d'autres choses. Mais déjà, il faut la faire, cette mascarade, entre guillemets. Il faut la faire. Et justement, c'est là où peut-être je voudrais continuer la discussion, sur quel axe il faut le faire. Alors aujourd'hui, un des premiers axes qui est important dans la régulation de l'IA, c'est de permettre en fait à quelqu'un qui utilise cette IA de comprendre, d'avoir de la transparence et de comprendre qu'est-ce qu'elle a avalé comme data et par qui. C'est extrêmement important parce que c'est un output, c'est un input qui décide de la qualité du output et du biais potentiel de l'output. Ça, c'est le premier sujet. On va aussi voir l'IA arriver dans le domaine de la justice. Et donc, on va commencer à parler de discrimination algorithmique. Donc, on a certainement lu des choses à droite, à gauche. Les gens qui vont coder cette IA, ils ont des biais qui ont introduit dans ces algorithmes. Bon, ce n'est pas des algorithmes, mais de la façon avec laquelle on le fait. Donc là aussi, c'est extrêmement important que de connaître comment ça a été fait. Un troisième sujet qui est très très important et je pense qu'on est aujourd'hui au centre de ça à travers le monde, c'est la notion de vie privée et de data privée. Avec ces ChatGPT, aujourd'hui, le monde, 200 millions de personnes sont en train d'alimenter ce ChatGPT, ce monstre qui va devenir de plus en plus gros, beaucoup plus intelligent et qui pourra prédire le comportement psychologique des gens. Donc là aussi, il faut vraiment faire très attention. Qu'est-ce que je donne comme data? Qu'est-ce qui est utilisé? Qu'est-ce qui n'est pas utilisé? Il faut que l'utilisateur sache exactement quand tu utilises une IA, voilà, comment elle va utiliser ces data. Il y a un autre sujet qu'on va trouver dans le domaine en fait du militaire, c'est l'IA et la prise de décision. Aujourd'hui, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu des drones, avions qui ont pris la décision de tirer sans avoir une autorisation humaine. Déjà utilisé sur le terrain depuis déjà 3, 4, 5 ans. Et donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que l'IA, est-ce que ce comité éthique, à mon avis, oui, il devrait définitivement interdire au moins ce point-là, quoi. Et tout de suite, quoi. Il y a aussi, en fait, une autre dimension, c'est qu'on voit pas mal de points positifs de l'IA. On a parlé de quelques points négatifs, mais si on va dans l'autre prisme, des gens qui sont vraiment malveillants, comment ils pourraient utiliser l'IA demain et comment ils pourraient, en fait, causer une destruction de l'humanité. Voilà. Et autant on peut l'utiliser correctement, autant, en fait, à l'opposé, on peut l'utiliser de manière malveillante. L'autre sujet, c'est aussi
l'automatisation excessive. On a automatisé un certain nombre de choses. Continuer à automatiser fera que nous, humains, on deviendra des spectateurs. On va pouvoir le ralentir avec ce comité d'IA, mais jusqu'à quel niveau? Donc là aussi, c'est un débat, c'est une discussion, et il faut mettre le curseur au bon endroit. Peut-être le dernier axe que je voudrais rajouter, et je vais revenir sur le sujet de la militarisation de l'IA. On a tous vu Robocop, Terminator, etc. À l'époque, c'était de la science-fiction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que c'est encore de la science-fiction? Oui, oui. Toi, tu crois? Absolument pas. Moi, je crois que ce n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité. Terminator, c'est une intelligence très forte. Donc une IA par exemple très forte qui prend des décisions de façon complètement autonome et qui a décidé et qui a déjà pris le dessus sur l'humanité, et qui, comme je te le disais tout à l'heure, en tant que machine darwinienne ultra performante, essaie de se débarrasser de ce qui peut la concurrencer. Donc là quand même on est dans un scénario quand même assez... On n'y est pas aujourd'hui selon notre base de connaissances. Oui, si on permet à la technologie d'aboutir à ce genre de choses, d'ailleurs il a raison, si tu vois Boston Dynamics, il y a des images qui font froid dans le dos. Non, mais ça, c'est que le côté robot. Oui, mais après, quand on implante une intelligence artificielle... Mais ils l'ont déjà fait. D'accord, mais c'est quand même terrible. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque, en 2015, on avait vu ces images qui étaient diffusées au compte-gouttes sur les réseaux sociaux et qui avaient fait dire, alors, si on couple ça avec une intelligence forte et autonome, là, on est foutu. Alors, et donc, du coup... Deux expériences rédaction. Laisse-moi réagir par rapport à ce que tu dis. Je vais te laisser réagir. Mais juste deux expériences qui ont été faites par, je dirais, des développeurs communs, c'est pas forcément des laboratoires. Donc la première expérience, ils ont pris ChatGPT et ils l'ont connecté avec un Furby. Et les premières discussions, c'était le Furby, il disait comment je vais faire pour dominer le monde. Ça, c'est une expérience réelle. Vous tapez ça sur Google, vous allez voir le Furby en train de parler. Une réalité. Deuxième expérience avec Boston Dynamics, ils ont pris le fameux, là, le chien jaune qui a d'ailleurs dansé à Jamel Fna. Oui. Et ils lui ont mis en fait une caméra et ChatGPT. Et le résultat, il est juste incroyable. Donc effectivement, si tu te projettes et tu le mets dans le robot Atlas, qui est un humanoïde capable de sauter dans tous les sens, et de faire en fait des gestes, je dirais, humains, avec ce ChatGPT, c'est incroyable. C'est-à-dire, avec l'intelligence générative. Exactement. Ouais. On est en train de s'approcher. On n'y est pas encore. Tu me rejoins en fait dans ce que je dis. Exactement. Là, tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y avait un espèce de désaccord, mais globalement, on est d'accord. C'est-à-dire que mon propos liminaire a été de dire non, ne pas interdire, mais contrôler, réguler, etc. D'ailleurs, dans ce que tu viens d'énoncer là, ce qui est très intéressant, d'abord la problématique des données personnelles, très très important. La raison pour laquelle l'Italie a supprimé parmi d'autres pays, c'est pour voir venir un petit peu au niveau de l'utilisation des données personnelles. Par exemple, toi tu parlais du Maroc, et comment on pourrait, dans un premier temps, essayer d'appréhender cette problématique, c'est de dire peut-être que la CNDP pourrait, dans un premier temps, essayer de comprendre, s'approfondir un petit peu pour savoir comment, dans les recherches marocaines, on peut protéger les données des uns et des autres. Parce que, comme disait Mehdi, qui est très important, c'est un paramètre très important dans le perfectionnement et dans l'entraînement de la machine. Parce que la machine s'entraîne. Et comme ça, alors plus tu lui donnes de la data à avaler, et mieux, et c'est ce qui explique le développement exponentiel de la machine, puisque comme vous le disiez, en un mois, 100 millions d'utilisateurs, donc on a de l'input. Deuxième chose, je crois qu'à un moment donné, ces technologies aujourd'hui qui a vocation à se généraliser à vitesse grand V, commandent une certaine attention du politique, parce que le politique régit quand même la vie en société. Donc, il faudrait peut-être qu'au niveau du ministère qui s'occupe de tout ce qui est numérique, qu'il y ait au moins une direction ou peut-être même un secrétariat d'État chargé du LLM. C'est-à-dire le comprendre, voir un peu comment il peut être appliqué ici, etc. Dans un pays où, je le rappelle, plus de 60% de la population active n'exerce pas d'emploi réel. Mais on a une chance au Maroc. Notre ministre du digital, elle est docteur en IA. Mais très bien, c'est très bien. Mais il y a aussi Amal Fellah aussi qui est très bonne. On a des gens qui sont très calés en matière d'IA. Je pense que Mehdi Alaoui peut aussi donner son point de vue, vu qu'il a quand même travaillé sur ces problématiques. Et donc déjà, en discuter.
en faire un élément de news. Sortir, dire, OK, on prend acte du fait que quelque chose peut être une révolution. Moi, je ne considère pas que c'est une révolution. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure en termes de productivité nulle les 30 dernières années. Mais si je me trompe, et j'espère ne pas me tromper, mais si je me trompe, il faudrait quand même qu'il y ait un coussin de sécurité et qu'on soit pas à... Vous savez, ce que disait Warren Buffett, c'est quand la marée, remonte qu'on sait qui porte un maillot ou pas. Donc voilà, il faudrait quand même être... Donc, très important de rejoindre ce qu'il a dit, et je pense que tu as très bien expliqué les problématiques liées à l'éthique de l'IA. C'est-à-dire, maintenant, ce qui va se passer, c'est que s'il y a des pays vertueux en termes d'éthique, les États-Unis sont aux États-Unis, on est très friand du lucre et du profit que ça peut générer, mais il y a quand même des garde-fous vu que c'est une démocratie. En Europe aussi. Maintenant, les Chinois ne vont pas s'embarrasser, je pense, des considérations éthiques. Et ça peut être un facteur de concurrence aussi. D'ailleurs, on reproche aux Européens de s'intéresser d'abord à l'éthique avant de s'intéresser à l'outil. Mais je pense que c'est important, parce que là, on est peut-être en face de quelque chose, moi je ne le pense pas, mais on est peut-être en face de quelque chose de disruptif, de très disruptif. Donc, former aujourd'hui quelqu'un, désigner un monsieur LLM pour réfléchir à ce genre de choses, notamment comme le soulignait Landry sur le champ académique, les recherches universitaires, etc. Diminuer, réguler, interdire, pas interdire à l'école, dans les universités. Maintenant, il faut être complètement fou ou illuminé pour croire que le Maroc va être dans la course à la recherche. Je vais vous dire, aujourd'hui, un jeune ingénieur qui travaille dans ces histoires, qui travaille dans ces dossiers, le LLM par exemple, aux États-Unis, c'est 2 millions de dollars par an. Ouais. Au CNRS, pour voir qu'en fait, en France, en particulier en Europe en général, ils n'attirent pas ces talents et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas dans la course. Un jeune ingénieur qui intègre le CNRS, il a 3 500 € par mois. Donc, aujourd'hui, la recherche... Je suis pas d'accord avec toi, Reda, là-dessus. Tu sais, parce que... Ouais, on peut pas faire de recherche au Maroc sur ces histoires. Là, tu peux être d'accord avec moi. On peut peut-être pas faire de recherche fondamentale au Maroc par rapport à ça, d'accord ? Mais peut-être qu'il faut voir le problème d'un autre prisme. Si on n'a pas les moyens, on va dire, d'atteindre cet objectif-là en direct, on peut l'atteindre de manière indirecte. Comment ? On peut on peut former nos jeunes pour devenir ces gens qui font ces recherches, mais ailleurs. Oui, là, il y a un autre problème. Oui, mais ça demain. serait bien, oui. Mais après, c'est possible. Comme les autres, il y aura du brain drain, ils iront exercer à la Silicon Valley à 3 millions. C'est pas grave. Et le problème reste le même. Non. Si. Non, c'est pas grave. Je sais pourquoi. Parce que demain, quand on aura besoin d'eux, ils seront là. Un Yann Lequin qui fait de l'IA pour Facebook, il est définitivement perdu pour la France. Il est à 10 millions de dollars. Il y en a quelques-uns de Facebook et Google qui sont revenus en France. Aujourd'hui, ce qui se passe, si on en a en quantité. Non, il y a aussi un problème en termes de ressources humaines. On n'a pas beaucoup parlé de la ressource humaine informée. Ce qui s'est passé aussi sur OpenAI, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu la faillite de SVB, qui était une banque essentiellement tournée vers la Silicon Valley et les startups, etc. Et ben, il y a eu des licenciements massifs. Je pense que il y a eu, dans certains cas, la moitié, 50% d'effectifs. Ces gens-là se sont redéployés sur l'IA. OpenAI a recruté énormément de gens, des talents qui sont partis de services de développement de l'IA, de ce genre de choses. Oui, c'est des récupérations. Reda, il faut comprendre pourquoi, en fait, ils sont partis. Il y a une histoire derrière ça. Il faut savoir, en fait, tous ces GAFA-là, ils n'étaient pas en train de recruter parce qu'ils avaient besoin de personnes, mais ils étaient en train de recruter pour ne pas laisser le talent chez l'autre. Et ils avaient une quantité trop importante, en fait, d'ingénieurs et de talents qui n'avaient pas besoin, en fait, ils n'avaient pas besoin d'eux au quotidien. Mais aussi parce que pendant le Covid, où le monde s'était digitalisé, on a cru que ça continuerait, ça n'a pas continué. Ils se sont rendus compte que l'être humain aimait sortir de chez lui et avoir des interactions comme aujourd'hui. Et il y a aussi le côté, ils ont aussi misé sur, par exemple, Meta, sur des technologies comme le métaverse qui finalement peinent à montrer une quelconque efficience et une quelconque efficacité. Donc à un moment donné, on vire des gens. Mais pour terminer, puis après je pose une question à chacun pour conclure. Alors, moi j'aimerais bien en fait poser une question à Reda. Alors, on a eu un débat très intéressant que j'ai beaucoup apprécié. Et je voudrais avoir ton avis. Finalement, on se rend compte qu'on est d'accord. L'IA est disruptif. Il faut, in fine, en fait, la réguler. Je pense que j'ai avancé un certain nombre d'arguments qui t'ont convaincu. Tu m'as challengé. Comment tu as vu, toi, de ton côté, ce débat ?
C'est un exercice autoréflexif que tu me demandes de faire. Je sais pas, il me faudrait du recul, mais je trouve que c'est un débat mesuré. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris que dès le départ, que tu encourageais ces technologies et que tu n'étais pas d'avis à ériger des barrières entre ces technologies et son application dans la vie réelle. Mais je trouve quand même que tu as été réceptif à quelqu'un qui considère qu'il ne faut pas donner un blanc-seing, une carte blanche à cette technologie, et vers la fin, en citant notamment les problématiques liées à l'éthique, tu as démontré qu'il y avait de la mesure dans ton propos, ce qui n'est pas le cas de certains grands spécialistes de la tech, et notamment des libertariens aux États-Unis, on les retrouve un peu partout, qui eux se disent il faut y aller à 100%, qu'il y a une inévitabilité totale de ce genre de processus. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu viens de cette sphère, tu n'es pas pour l'obstruction de la technologie, mais tu veux quand même la nuancer pour ne pas déboucher sur un choc social, un tsunami social absolument énorme. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises l'automatisation, à un moment donné, on en a trop fait, il faut peut-être marquer une pause. Alors, mais oui, vous êtes un transhumaniste ou pas? Alors, au final, en fait, aujourd'hui, oui. Parce que j'ai tenté une expérience sociale intéressante. En fait, j'ai pris, en fait, je dirais, les grands axes de ce débat. Je les ai mis dans ChatGPT. J'ai pris plusieurs articles de Reda que j'ai mis sur ChatGPT. Et donc, en fait, j'ai simulé cette discussion en amont. Et tous les arguments que j'ai avancés, ils ne viennent pas de moi. Alors, je suis d'accord avec ces arguments, mais ils viennent de ChatGPT. C'est ChatGPT qui vous a répondu. Ce n'est pas Mehdi Alaoui. Mais c'est un peu nul que tu nous as fait là. Je te jure, c'est la réalité. Je te jure, c'est la réalité. C'est fou. Hein. D'accord. Donc en fait, j'ai débattu avec ChatGPT aujourd'hui. Exact. Je suis d'accord avec lui. By the way. J'ai débattu avec une intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis physique. Je suis encore un humain. Mais je t'assure que l'ensemble de ces arguments, l'ensemble de ces formulations, viennent de ChatGPT et je l'ai challengé. D'ailleurs, en fait, j'ai créé une petite conférence autour de l'IA éthique et dans tout mon dernier slide, j'ai en fait, si tu veux, je dirais le CEO, c'est ChatGPT, parce que c'est lui qui a apporté toute la stratégie et les idées. Celui qui a fait le design, donc le CMO, c'est Canva. Voilà, celui qui m'a créé les images de cette présentation, c'est DALL-E, des images époustouflantes. Et moi, finalement, je suis que l'acteur qui n'a fait que reproduire ça. Et même moi, dans l'avenir, il y aura des humanoïdes qui vont me remplacer. Mais alors, c'est super. Franchement, c'est formidable. Il faut que vous le remettiez ce document, parce que je le voyais, ce document. Je le voyais, je me disais, est-ce que c'est un document qu'il allait chercher ou pas? On le partager avec, finalement, nos lecteurs et nos auditeurs. Franchement, avec plaisir. Et puis, on te remercie d'avoir mis en place cette expérience. Alors, nous, il faut le spécifier, on n'était absolument pas au courant. Oui. Donc là, il y a un effet de surprise qui est quand même très intéressant. Et puis bon, voilà. En fait, l'idée de l'expérience, c'était juste de démontrer aujourd'hui qu'on est à un changement de paradigme très important. On est sur une disruption, une révolution. Et on a deux choix dans la vie. Soit on va l'utiliser pour faire mieux, soit on va la bloquer. Ça, c'est Mehdi qui parle ou c'est ChatGPT? Non, ça, c'est vraiment Mehdi. D'accord, ok. Mais ChatGPT, d'accord. Soit on va vouloir bloquer tout ça, refuser de ne pas écouter et on va être dépassé. Non, c'est ça, mais il n'y a pas de dichotomie. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie. Qui résume notre débat. Et parfois, on réduit les gens à cette dichotomie entre des ludites qui refusent la technologie et ceux qui sont béats devant ça. Et réduire le débat à cette dichotomie, ce n'est pas rendre service. Il faut rigoler, pas du tout. En fait, il y a une zone grise entre ça. Moi, je me situe, par exemple, dans la zone grise. Je ne refuse pas, mais je n'accepte pas. J'avais juste pas complété en disant que le côté régulation est nécessaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on a deux personnes qui sont binaires, un qui dit « j'en veux pas » et un qui dit « j'en veux ». En fait, la personne qui va dire « j'en veux » va être plus productif, va avoir des gains plus importants. Bien évidemment, dans tous les cas, il faut réguler et il faut avancer, définitivement en fonction, je dirais, de ces règles qu'on a énoncées tout à l'heure, parce que c'est hyper important et c'est crucial. Sinon, on va être tous perdus. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je trouve que c'est un joli mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Reda. Merci à toi, Landry. Merci, Mehdi Alaoui. C'est un plaisir. Merci, Mehdi. CEO de la startup Station, ex-Factory, bien évidemment. Live à retrouver également en podcast avec le scan. Merci à tous.